Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à cette nouvelle tribune à laquelle vous allez désormais vous habituer. Tribune de presse essentiellement sportive que la commission presse de l'entente provinciale de football de Kinshasa va vous proposer. Il y aura les mots des différents présidents des clubs, mais pour ce soir, spécialement à la clôture du championnat et à la projection de la prochaine édition, nous sommes sous ce plateau avec mes différents confrères de la commission presse, notamment à ma gauche, Emmanuel Moulamba, et à ma droite, il y a Physicien Nzao, avec qui nous allons essayer de ramasser l'actualité sur ce qu'a été la saison sportive 2021-2022 au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous allons parler avec notre invité de la formation et de la formation des jeunes et le développement du football en RDC. Lui, vous allez le découvrir bientôt là. C'est un chevronné en cette matière, notamment de la formation des jeunes et du développement. Il a plusieurs projets. Vous les découvrirez dans cette émission également. Avec lui, on va parler des infrastructures sportives. Je les salue d'emblée. Il s'agit bien sûr de Alain Tsepouk, le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, également l'initiateur du centre Oudjana. Bonsoir, président. Bonsoir Junior, bonsoir Emmanuel, bonsoir Physicien. Monsieur le Président, nous sommes dans ce cadre avec vous, justement, pour essayer de développer les points auxquels nous venons de faire allusion tantôt là. Il s'agit bien du déroulement de l'entente provinciale de football de Kinshasa, de la formation des jeunes et développement du football en RDC, notamment, et les infrastructures qui est justement un vrai casse-tête en RDC. Vous en souffrez au niveau du championnat de l'entente provinciale de Kinshasa. Avec vous, la première question par rapport à l'entente provinciale de football de Kinshasa que vous dirigez. Vous êtes à votre premier mandat, ça doit être la deuxième, vous êtes à la troisième saison que vous organisez les championnats. Ça vous semble facile ou c'est compliqué avec le problème des terrains notamment? Oui, non, rien n'est facile. Organiser un championnat dans la ville de Kinshasa, avec les difficultés que nous avons au niveau des infrastructures, vous le savez, ce n'est pas facile. D'autant plus que cette année, on a augmenté le nombre de clubs à 32. Donc rien n'est facile ici chez nous, à Kinshasa. Néanmoins, voilà, nous avons, compte tenu du fait que nous avions 32 clubs, nous avons décidé d'éclater le championnat en 2 poules, puisque nous avions 2 terrains. Et c'est ainsi que nous avons pu organiser tous les matchs d'une poule, de la poule A le lundi et tous ceux de la poule B le jeudi, donc avec 8 matchs par journée puisque chaque poule est constituée de 16 équipes. Ça c'était au début, ensuite ça a été beaucoup plus facile. À partir du moment où nous avons atteint notre vitesse de croisière, je dirais, le calendrier qui avait été élaboré a été respecté pratiquement de la première à la 30e journée. Et avec une certaine facilité même. Non, la difficulté était au début, nous ne savions pas, nous avions des incertitudes quant à la disponibilité du terrain. Il courait des bruits que le terrain du centre de formation Oudjana allait être fermé pour réhabilitation dans le cadre des Jeux de la francophonie. Le terrain de GD Lemba était lui aussi en très mauvais état. Donc en début de saison, juste avant la saison, nous avions des inquiétudes, mais finalement ça s'est bien passé et nous sommes satisfaits de cette 105e édition du championnat de l'EPFKIN, en tout cas pour la partie organisation. Au début, je me souviens vous avoir reçu sur un de nos plateaux, vous étiez très sceptique quant à l'organisation du championnat, cette édition avec 32 équipes et tout, ça vous cassait la tête. À quel moment précis de la saison vous étiez dit « Ok, nous pouvons réussir ». Oui, effectivement, nous avions des inquiétudes au début parce que nous n'avions pas encore trouvé la solution de l'éclatement du championnat en 2. En réalité, on a eu 2 championnats, celui de la poule A et celui de la poule B. Au début, nous avions des inquiétudes parce que nous considérions qu'il fallait organiser un championnat à 32 clubs, donc avec une seule poule de 32, ce qui rendait les choses très difficiles dans notre logique à nous, qui est de faire jouer tous les matchs le même jour. Ça aurait été impossible avec 32 clubs de faire jouer tous les matchs le même jour. Mais avec cette solution de 2 championnats, donc de 2 poules,
Comme je disais tout à l'heure, ça a été plus facile parce que voilà, c'est comme si on avait 2 championnats de 16 équipes. Le premier se jouant le lundi et avec 4 matchs à Lemba et 4 matchs à Ujana. Et le deuxième se jouant le jeudi de la même manière, 4 matchs à Lemba et 4 matchs à Ujana. Donc voilà pourquoi nous étions inquiets au début, parce qu'on était dans la réflexion et on n'avait pas encore imaginé cette solution de 2 poules, ce qui est totalement inédit, un championnat à 2 poules. Voilà pourquoi on était inquiets, mais bon, finalement ça s'est bien passé. Voilà, c'est vrai que vous avez dit que les championnats étaient bien organisés au niveau bien sûr du championnat au niveau de l'Attente professionnelle de football de Kinshasa. Mais nous voulons quand même réfléchir par rapport à l'arbitrage. Comment vous avez jugé le niveau des arbitres qui ont fait quand même ces championnats? Je pense que cette année, l'arbitrage a été meilleur du point de vue technique que la saison passée, la saison 2020-2021, dans le sens où il y a eu moins de réclamations officielles, avec des réserves motivées, c'est ce que je veux dire. Et donc pour ma part, le championnat a été au niveau de l'arbitrage de meilleure qualité que celui de l'année passée. Bien sûr, les difficultés ne manquent pas, il y a toujours des clubs qui se plaignent, mais comme je disais, moins que l'année passée. Donc je pense que l'arbitrage s'est amélioré. Je pense qu'en début de saison, nous avions essayé de conscientiser tous les arbitres sur le fait qu'ils doivent prester de manière autant que possible impeccable. Je pense qu'ils ont compris l'importance du championnat de l'EPF Kin et ils ont compris que c'est un privilège, même une opportunité pour eux de pouvoir officier dans ce championnat, puisque voilà, c'est un championnat qui est un peu l'antichambre des grands championnats de la RDC, à savoir la Ligue 2 et la Ligue 1. Bien sûr, les autres championnats provinciaux aussi sont importants, mais je crois que parmi tous les championnats provinciaux, ou en tout cas là où les championnats se jouent régulièrement, celui de la ville-province de Kinshasa reste le plus important parce qu'on est dans la capitale, parce que voilà, il y a des clubs quand même d'un certain niveau, je dirais. Donc l'arbitrage, bien sûr, il est perfectible, il n'est pas parfait, mais je pense qu'il a été bon. Je vous rappelle que les arbitres que nous avons sont des arbitres qui sont mis à notre disposition par la Ligue de football de Kinshasa, qui se charge de leur recrutement, de leur formation, de leur mise à niveau. Et donc nous on fait avec ce qu'on nous donne. Bien sûr, il y a toujours moyen de mieux faire. La formation des arbitres, l'amélioration des qualités techniques des arbitres est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler sans cesse. Ça fait partie d'un des points essentiels même, je crois, du développement du football au niveau de la fédération. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et par rapport justement aux difficultés que nous avons dans notre pays en termes d'arbitrage, je crois que le championnat de l'EPF Kin reste un championnat où l'arbitrage est de qualité acceptable, où les arbitres qui officient sont des arbitres de niveau correct, avec quelques bons arbitres, quelques très bons arbitres même, quelques arbitres internationaux qui officient aussi bien à l'EPF Kin qu'à la Lina Foot ou à la Ligue 2. Et donc voilà, c'est une bonne chose, mais maintenant il y a encore du travail, on peut toujours s'améliorer. Et surtout nous avons remarqué à 4 dernières journées de la fête du championnat, il y avait des tractations du côté des arbitres. D'ailleurs, il y avait des problèmes qui s'est passé, entre autres les matchs Kayolo, les matchs Normand. Je ne sais pas comment vous avez géré ces dossiers étant que le numéro 1 de l'EPF Kin. Non, il n'y avait pas de tractation, c'est-à-dire à un moment donné du championnat, il y a eu certains clubs qui ont fait des déclarations qui allaient dans le sens de dire que voilà, le comité de l'EPF Kin était un comité complaisant qui favorisait tel ou tel autre club. Or ce n'est pas le cas, on ne favorise personne et donc on a eu un œil, on a été beaucoup plus regardant sur la désignation des arbitres. Je me suis investi personnellement sur la désignation des arbitres en prêtant aussi l'oreille à ce que les différents dirigeants des 32 clubs disaient. Donc voilà, il n'y a pas eu de tractation entre les arbitres. Il y a eu un comité exécutif qui a été beaucoup plus regardant. Il y a eu un président de l'EPF Kin qui n'a rien laissé passer et qui s'est quelquefois imposé pour désigner tel ou tel autre arbitre. Ça, oui. Mais je crois que ça valait la peine de le faire, ça a permis
de redresser un peu la barre. Parce que entre la 20e et la 30e journée, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes, de plaintes. Il y a eu le président, par exemple, de Normand, qui a fait des déclarations fracassantes. Donc je ne pouvais pas rester comme ça à ne rien faire. C'est comme ça que j'ai essayé de prendre le taureau par les cornes et d'imposer mon point de vue quant à la désignation des arbitres. Président Alain, je voudrais savoir, lors de la saison passée, le PEFCIN s'est déroulé avec 20 clubs. Et arrivons à la 105e édition, parmi l'une des raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait augmentation du nombre de clubs, il y a les caractères financiers qui a été avancé. J'aimerais savoir, est-ce que le PEFCIN a été satisfait du point de vue financier par rapport à la hausse du nombre de clubs qui ont quitté de 20 à 32? Non. C'est-à-dire que effectivement, comme vous avez dit, l'objectif de la LIFKIN, en augmentant le nombre de clubs de 20 à 32, était de permettre à l'EPFKIN d'avoir un budget plus important. Certes, avec 32 clubs, on a eu plus de moyens, mais ces moyens restent insuffisants. Mais c'est un budget qui a été plus important que celui de l'année passée. Il reste insuffisant dans la mesure où il ne nous permet pas de rémunérer, si on peut parler ainsi correctement, les différents intervenants dans l'organisation de ce championnat. Je pense aux différentes commissions, dont la vôtre, la commission de presse. Je pense notamment au personnel, ou plutôt aux membres du comité exécutif qui sont des permanents, qui font un travail à plein temps, c'est-à-dire le secrétariat avec la trésorerie, avec le personnel d'appoint. Voilà, ce sont des gens qui passent l'essentiel de leur journée dans l'entité, donc on peut dire que c'est leur boulot, c'est leur travail. Donc à partir du moment où ils font un travail, il faut qu'ils soient rémunérés. Mais au-delà de ça, il y a un aspect important qui nous dérange, c'est le fait de ne pas être en mesure d'améliorer les frais d'arbitrage, c'est-à-dire d'améliorer ou de gonfler l'enveloppe qui est destinée aux arbitres. Et c'est ça aussi qui pose problème. Vous savez très bien de quoi je parle, vous comprenez de quoi je parle. On est des êtres humains, on a tous nos faiblesses, on a tous nos besoins. Et donc il peut arriver que tel ou tel autre individu, arbitre, puisse céder à certaines pressions. C'est pas la première fois et on connaît ce genre de pratique. Et donc l'idée, un des objectifs qui reste, c'est celui de pouvoir avoir plus de moyens et d'assurer une enveloppe un peu plus consistante aux arbitres chaque fois qu'ils viennent officier. Donc on verra avec les 2 ans de mandat qui nous restent, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour conscientiser davantage les arbitres et pour mettre à leur disposition une enveloppe chaque semaine ou chaque fois qu'ils officient, qui les mettre à l'abri de certains besoins. Nous sommes toujours du côté des objectifs. Il y avait l'un des objectifs où vous avez intitulé ça la recherche des partenaires et la télédiffusion des matchs de l'EPFCIN. Par où ça n'a pas tenu et qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça soit effectif la saison prochaine? Effectivement, nous avions 4 objectifs lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous avons été élus en juillet 2020. 4 objectifs principaux, bien sûr. Il y avait donc l'élaboration et le respect du calendrier, il y avait l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, il y avait la recherche de partenaires, de sponsors, et il y avait la télédiffusion en direct ou en différé des matchs. Pour les 2 premiers objectifs, l'élaboration et le respect du calendrier, je pense que pour la 2e saison consécutive, ça a été. On peut dire que l'objectif est atteint. En ce qui concerne la qualité de l'arbitrage, l'arbitrage est meilleur. Il n'est pas bon, il n'est pas très bon, mais il est de qualité acceptable. En ce qui concerne la recherche des partenaires et la télédiffusion, là-bas nous n'avons pas encore pu trouver de partenaires parce que je vous rappelle que nous sommes arrivés en période de Covid, au mois de juillet 2020.
Il y avait même en plein confinement même. Une certaine partie de la ville de Kinshasa était confinée. Les matchs se jouaient à huis clos, même si sur nos 2 terrains ici à Oudjana et au GD de Lemba, il n'y a pas moyen d'accueillir des spectateurs. Donc les matchs se jouaient à huis clos. Et comme tous les pays, comme partout, le Covid et les conséquences du Covid se font encore sentir. Je crois que le Covid a eu un impact sur les économies au niveau mondial et à plus forte raison sur une économie fragile comme celle de la RDC. Je crois qu'on peut le dire tranquillement. Et de ce fait, lorsqu'il y a crise, en période de restriction, en général, les entreprises vont diminuer le budget marketing. Donc la recherche de partenaires ou de sponsors rentre dans le cadre du marketing et les différentes entreprises que nous avons contactées ont décidé de ne pas nous accompagner parce que justement elles étaient soumises à des restrictions budgétaires. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que pour ces 2 saisons de notre mandat, on va dire, on peut dire que le PFKIN n'est toujours pas un championnat attractif. D'une part, il n'y a pas de spectateurs. D'autre part, le PFKIN se joue dans les conditions que vous le savez. Ça veut dire à Oudjana et à Lemba, qui ne sont pas des stades, qui ne peuvent pas accueillir des spectateurs. Et donc, la venue d'un sponsor ne se prête pas, finalement. L'organisation du championnat, telle que nous le faisons actuellement, n'est pas propice à ce qu'un sponsor vienne, un partenaire vienne, parce qu'ils disent voilà, il n'y a pas de spectateurs, donc finalement qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est la même chose pour la télédiffusion. La télédiffusion, les différentes chaînes de télévision que nous avons contactées, auxquelles nous avons proposé de venir diffuser les matchs, nous ont présenté un cahier de charges. Parce que voilà, déplacer une équipe sur un site comme Lemba ou comme Oudjana pour filmer, ça demande des moyens, il y a du matériel, il y a des ressources humaines, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place, qui a un coût. Et puisque nous, EPFKIN, nous ne sommes toujours pas en mesure de prendre en charge ce coût-là, eh bien, les différentes chaînes de télévision n'ont pas été d'accord. Maintenant, je pense que pour l'année prochaine, j'espère en tout cas, nous avons beaucoup plus d'arguments à faire valoir dans la recherche des partenaires et dans la télédiffusion du championnat, puisque voilà, le championnat depuis 2 saisons se joue de manière régulière, c'est-à-dire qu'on sait que chaque lundi ou chaque jeudi de telle heure à telle heure il y a match et les matchs se jouent. Donc il n'y a pas de report, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'annulation pour une raison ou pour une autre, sauf peut-être en cas de pluie diluvienne. Et ça c'est un argument valable pour un sponsor. C'est un argument valable également pour une chaîne de télévision qui peut mettre dans sa grille de programme le jeudi après-midi 1 ou 2 matchs sur tel ou tel autre site. Donc nous pensons que pour la saison prochaine, nous avons les arguments pour attirer des partenaires et nous avons des arguments pour assurer la télédiffusion et donc la promotion de notre championnat. Maintenant, le problème des infrastructures reste. Où est-ce qu'on va jouer les championnats de l'EPFKIN? Encore ici à Oudjana, à Lemba, sur quel terrain? Et ça c'est vraiment une épine dans notre pied à nous tous, aussi bien nous organisateurs que vous journalistes sportifs et que tous ceux qui œuvrent dans le monde du football. Le problème des infrastructures est un problème qui nous torture vraiment de manière insupportable et donc c'est un des motifs pour lesquels nous pourrions encore une fois ne pas avoir de partenaires pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Monsieur le Président, vous avez anticipé d'ailleurs parce que l'infrastructure est un des points inscrits dans cette émission. Qu'à cela retienne, on va aborder avec vous le point lié à la formation et au développement. Nous l'avions dit, en dehors de votre casquette du président de l'entente professeur de football de Kinshasa, vous êtes l'initiateur du centre sportif Oudjana Centre de formation, le cadre d'ailleurs qui nous accueille, c'est merveilleux cadre, l'un peut-être de rares que la RDC peut avoir en dehors peut-être des jolis parcs à Lumbachou, Kaifa. En tout cas, il faut qu'on le dise sans flatter votre présence. Quelle est la place, que vous donnez vous personnellement à la formation des jeunes, sachant que le Congo souffre
évidemment de ce problème de l'identité du jeu et du football. On n'a pas d'équipe, on n'a pas des générations montantes, on a plutôt des générations spontanées. Qu'est-ce qui vous inspire un peu cette mauvaise façon de voir les choses, la place de la formation sous le développement du football en RDC? Mais la place de la formation, elle est essentielle. C'est-à-dire que, en toute chose, il faut commencer par le commencement. Lorsque vous construisez une maison, vous commencez par une fondation, et puis vous faites l'élévation des murs de maçonnerie, et puis après vous mettez la toiture, et puis vous mettez des fenêtres, des portes, de la peinture, etc. etc. Donc il y a une suite logique dans le développement des choses. Et donc, de la même manière que l'être humain, vous et moi, avons été formés, nous avons commencé en première, deuxième, troisième maternelle, puis nous avons été à l'école primaire, ensuite à l'école secondaire et puis pourquoi pas à l'université. Dans le football, dans le sport, c'est la même chose. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est prendre un enfant de 6 ans et commencer à lui enseigner les gestes techniques de base, le contrôle, la conduite de balle, le tir, le contrôle orienté, etc. etc. Ensuite, lorsque cet enfant devient adolescent à l'âge de 13 ou 14 ans, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne ici au centre de formation Oudjana, vous intégrez dans la formation des éléments de tactique individuelle et puis de tactique collective. Et puis finalement, tout en continuant bien sûr le travail technique, et puis vous avez à 17-18 ans un athlète de 17 ans, de 18 ans qui a tous les outils en main pour pouvoir jouer à Rangers, ou à Oudjana, ou à Vita Club, ou à Mazembe, comme c'est le cas pour certains. Donc la place de la formation, elle est essentielle, elle est même primordiale. Et d'ailleurs, puis c'est bien parce que nous n'avons pas de formation en RDC que nous souffrons de la manière que nous sommes en train de souffrir, notamment avec les équipes nationales, avec les clubs qui vont participer aux compétitions africaines et qui difficilement atteignent le dernier carré, ou en tout cas difficilement gagnent. Ça arrive, parfois vous avez le tout-puissant Mazembe, de temps en temps vous avez l'AS Vita Club, et c'est tout. Mais ça c'est dû au fait que voilà, il n'y a pas de formation, et donc il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de pérennité dans un projet de club, pour ceux qui ont des projets bien sûr. Et donc, il ne faut pas s'attendre à de meilleurs résultats que ceux que nous connaissons. Nous avons un club comme Maniema Union qui, quelquefois, ces 2-3 dernières années, a participé, je crois, aux préliminaires, aux interclubs de la CAF. Mais bon, ça s'est mal passé. C'est pour les mêmes raisons. L'année prochaine, si je ne me trompe pas, vous aurez Loupopo qui va jouer, je crois, en coupe de la CAF. C'est la même chose. Moi, je ne m'attends à rien. Je ne m'attends à rien parce qu'il n'y a pas de hasard. Je veux dire, vous ne pouvez pas prétendre aller jouer le dernier carré de la Confédération si vous n'avez pas fait en amont ce qu'il y a à faire. Or, à ma connaissance, la plupart des clubs en RDC ne font pas ce qu'il y a à faire. Même les grands clubs qui ont fait l'histoire de notre pays. Ce sont des clubs qui n'ont pas toutes les structures qu'on retrouve normalement au sein d'un club. Et donc, aussi longtemps que ces clubs fonctionneront de cette manière-là, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Aujourd'hui, le football, les exigences du football ne permettent plus l'improvisation. Monsieur le Président, vous nous avez introduit, de temps en temps, vous nous introduisez dans les prochains points. Bon, on aborde le tout. Vous aviez parlé du développement du football congolais, ça passe par la jeunesse. Les résultats passent par l'encadrement, par la formation. C'est quoi les déclics maintenant? Qu'est-ce qui peut constituer les déclics pour que finalement la RDC vive la formation, les résultats? Tout ce que vous êtes en train de dire, la plainte des Congolais, peut trouver son remède par quel déclic? Par quelle, par quelle résolution? Mais il n'y a pas de secret. Je veux dire, ce n'est pas nous qui avons inventé le football, ce n'est pas nous qui avons structuré, organisé le football de la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Vous vous souviendrez, peut-être que vous étiez très jeune, dans les années 80 est apparu le phénomène du hooliganisme en Angleterre. C'est parce que, justement, le championnat d'Angleterre
était un championnat extrêmement brutal, sans jeux attrayants, un jeu physique, un jeu long. Et finalement, les supporters qui allaient au stade étaient des supporters un peu comme les nôtres, des supporters frustrés. Et c'est ça qui a débouché sur le hooliganisme, c'est-à-dire la violence dans les stades. Ça, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, on est en 2020, donc 40 ans après, le championnat d'Angleterre est un des meilleurs championnats, si pas le meilleur en Europe. Mais parce qu'il y a eu des restructurations qui ont été faites. Ces gens-là ont réfléchi, ils se sont dit que non, il faut améliorer le football. Ils se sont posé les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le football? Pour avoir de meilleurs joueurs, eh bien, il faut mieux les entraîner. Comment mieux les entraîner? En développant certaines infrastructures, en développant certaines structures, mais aussi, il faut commencer à les entraîner plus tôt. D'où l'apparition des écoles de football, des centres de formation, avec des programmes. Donc, on n'a pas à inventer quoi que ce soit. Il faut que les clubs aient une politique de formation. Il faut que les clubs aient des projets à court, moyen et long terme. Il faut qu'il y ait aussi une incitation de nos autorités à ce que les clubs puissent devenir de vrais clubs de football. Il faut que la politique sportive du pays soit une politique incitative qui permette aux clubs justement de fonctionner correctement. Il n'est pas normal qu'un club comme l'AS Vita Club, qui est quand même, je crois, le meilleur, peut-être que c'est le tout-puissant Mazembe en termes de résultats, en termes de nombre de compétitions gagnées, mais quand même l'AS Vita Club, c'est quand même l'AS Vita Club. C'est un grand club. Et c'est un club qui fait du surplace, mais depuis de nombreuses années. Et ça, ce n'est pas normal. Donc voilà, il faut que les dirigeants se décident une fois pour toutes à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir aller de l'avant, pour assurer la pérennité du club et pour finalement faire que les Congolais soient des supporters et des sportifs réellement passionnés et qui prennent réellement du plaisir à aller voir un match de football. Maintenant, ça ne dépend pas uniquement des clubs, à mon avis. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit créé pour cela. Et ça, c'est le rôle de l'État, du gouvernement, avec la fameuse politique sportive. Il faut qu'il y ait une politique sportive qui permette aux clubs de s'épanouir, qui permette aux clubs de se développer. Comment, si vous me permettez, moi, je suis pour le changement de la forme juridique de nos clubs. C'est-à-dire aujourd'hui nos clubs sont des associations sportives. Or, le football, pour faire fonctionner un club de football, il faut des moyens, il faut de l'argent. Quel est l'individu ou bien quelle est l'entreprise qui va venir injecter du capital ou qui va rentrer dans le capital de l'AS Vita Club? Mais c'est impossible de rentrer dans le capital de l'AS Vita Club, puisque l'AS Vita Club est une association sportive, une ASBL. Il faudrait que l'AS Vita Club devienne une société à objet sportif, comme on dit, donc une société commerciale, c'est ça le terme, avec comment dirais-je, un capital social, et il faut permettre aux individus, personnes physiques ou morales, de pouvoir entrer dans l'actionnariat de l'AS Vita Club. Et c'est comme ça que l'AS Vita Club aura des moyens, aura de l'argent, et c'est comme ça que l'AS Vita Club pourra asseoir une vraie politique de développement de son club. Aussi longtemps qu'il n'y a pas ça, enfin, je ne sais pas, à moins que je me trompe, je ne vois pas quel autre moyen l'AS Vita Club a pour avoir de l'argent, si ce n'est, comme depuis des décennies, le fait que c'est toujours soit un homme politique, soit un ceci, soit un cela, un mécène qui vient avec ses moyens à lui, et puis finalement, du jour au lendemain, il est éjecté, comme ça a été le cas du président du DCMP dernièrement. Il est venu, il a mis des moyens pendant quelques années, et puis finalement, bon, on l'a fait partir. Et aujourd'hui, bon, le DCMP, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Donc, voilà, c'est ça, hein, il faut créer les conditions. En fait, il faut professionnaliser notre football. Et pour professionnaliser notre football, il faut que l'État fasse sa part, c'est-à-dire qu'il crée les conditions pour que le football devienne réellement un facteur, un élément essentiel de l'industrie du divertissement, avec toute l'économie qui tourne autour de ce football. Et à ce moment-là, le football sera aussi
un facteur de développement pour notre pays, puisque en allant au stade, les clubs vont générer de l'argent, les clubs vont payer des impôts, les clubs vont créer de l'emploi, parce qu'il y a toute une économie qui tourne autour d'un club de football, autour d'un championnat de football, autour d'une infrastructure sportive comme le stade Tata Raphaël ou bien des Martyrs. Voilà, nous sommes loin de tout ça. Et ça, il n'y a que l'État qui peut impulser cela. Voilà, Président Alain, je voulais prendre un angle tout à fait particulier. Non seulement vous êtes le président de l'Entente provinciale de football de Kinshasa, mais vous êtes aussi le promoteur du centre Ojana. Ces centres nous a produit quand même de bons joueurs, entre autres Muzungu, Mercé Ngimbi et William qui aujourd'hui c'est des SNP. Mais nous sommes en train de constater comme si ce centre a perdu quand même sa belle image. Et c'est dit à quoi, puisque les centres n'arrivent plus à nous donner les joueurs que je vais de citer tout à l'heure. C'est dit à quel problème, parce que moi je peux dire que compte tenu au départ de certaines personnes, entre autres M. Mario Koma. Qu'est-ce que ça veut dire? Le centre a perdu une certaine image. Le centre n'a rien perdu du tout. Le centre continue à fonctionner. Vous avez cité des joueurs comme William, comme Ernest Luzolo, Mercé Ngimbi, Shadrach Muzungu. Après eux, il y en a d'autres. Vous avez Cédric Nzenzi qui est meilleur buteur au championnat de l'EPFKIN avec 17 buts. Vous avez Louvale Mahamba Fabien qui a 16 ans et demi et qui est la révélation du championnat de l'EPFKIN à 16 ans et demi. Donc on est tout simplement dans la continuité. Cédric Alibé a joué ici à Ojana cette saison. La saison prochaine, certainement, il ne sera plus à Ojana. Il est déjà, comment dirais-je, terriblement sollicité par tous les clubs majeurs de la RDC. Donc le centre de formation Ojana est une structure de formation. Après le départ de ces joueurs-là, vous avez eu un vide de 2 ou 3 ans qui était dû au fait que les joueurs doivent grandir. Vous avez une équipe junior de l'AC Ojana qui, ces dernières années, a été au-dessus du lot, qui a gagné depuis 3 ou 4 ans le championnat junior de l'EPFKIN, qui a gagné le championnat du cercle de football des jeunes de la Gombe. Donc du point de vue des équipes de jeunes, l'AC Ojana est un club qui est très performant, pour ne pas dire le plus performant. Excusez-moi de le dire clairement, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Donc le centre n'a pas perdu son image. Je vous rappelle que on est en RDC ici. On est en RDC, on est dans un environnement où le sport n'est ni sponsorisé, comme on disait tout à l'heure, où le sport n'est pas subventionné. Il n'y a aucune forme d'assistance de qui que ce soit. Et c'est déjà un miracle que le centre de formation Ojana, après 23 ans, est encore debout, et encore sur pied et fonctionne. Et d'ailleurs contribue beaucoup et aide beaucoup le football congolais, parce que tout le monde vient ici. Le PFKIN, les équipes viennent s'entraîner ici, l'AS Vita Club vient s'entraîner ici, les Léopards sont venus s'entraîner ici, la Coupe du Congo féminine s'est jouée ici, la Coupe du Congo masculine s'est jouée ici. Donc, vers la fin de votre combat vers l'État congolais, quand est-ce que vous allez libérer ces centres? Oui, on est en contrat avec l'État congolais jusqu'en 2029, donc théoriquement on sera là jusqu'en 2029. Donc le centre de formation Ojana a été créé pour concourir au développement du football. Et je pense qu'on le fait, d'une manière ou d'une autre, en mettant des joueurs à la disposition de Vita ou de Mazembe, en mettant les infrastructures à la disposition de l'EPFKIN ou des Léopards. Donc il est là, il joue son rôle. Il a même, je dirais, un rôle de locomotive, parce qu'aujourd'hui, s'il y a prolifération, et c'est une bonne chose, des centres de formation à Kinshasa, c'est parce que quelque part c'est Ojana qui a donné un peu le go, qui a été précurseur dans cette dynamique-là. Donc, vous allez renouveler? Bon, j'espère qu'on va renouveler. En tout cas, je considère que dans l'état actuel, dans la situation actuelle, par rapport aux problèmes que nous avons dans notre football, notamment le centre de formation Ojana, c'est un patrimoine pour le pays qu'il faut protéger normalement. Il faut protéger, il faut même aider. C'est un projet pilote qui a été un succès, je crois, et qui doit normalement être répliqué dans les différentes provinces du pays. Mais ça, c'est le rôle de l'État de le faire.
Président Alain, vous venez à peine de parler sur les produits créés, si on peut dire, créés par Oudjana. Il y a des Mercedes Ngimbi, William Likuta. Moi, j'aimerais savoir quelle relation aujourd'hui les centres Oudjana a avec ces joueurs qui sont déjà ailleurs. Et puis, la deuxième question, il y a quelques années, l'académie, bien l'équipe du centre Oudjana participait à des tournois comme en Italie. Pourquoi aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça se faisait avant? Oui, avant de répondre à votre question, je vais continuer avec la question que votre collègue m'a posée par rapport à M. Mario. Oui, M. Mario est une personne qui a été à Oudjana pendant un certain temps. Il est arrivé en 2015, il est parti en 2017. Vous savez, Oudjana, c'est une organisation. Et dans cette organisation, il y a des gens qui entrent et qui sortent. Il est venu ici, il nous a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidés dans le sens où il avait une capacité que moi, je n'ai jamais eue et que jusque-là, je n'ai pas, à mobiliser des ressources. Ça veut dire qu'il était en relation avec certains milieux de très haut niveau ici en République démocratique du Congo, et il avait cette capacité-là à se faire financer. Et c'est comme ça qu'il est venu ici, et c'est comme ça que je lui ai permis d'être le numéro 1 de Oudjana, effectivement. Ce qui était, à mon sens, tout à fait logique. Parce que lui avait cette capacité-là d'amener des fonds qui nous ont permis de faire beaucoup de choses, des fonds qui nous ont permis de voyager, pour répondre à votre question. Et donc, c'est tout à fait logique que je lui ai cédé le bâton de dirigeant. Maintenant, il faut rester dans le schéma de Oudjana. Il ne faut pas sortir du schéma, il ne faut pas dérailler. Okay? Oudjana, c'est un club de football qui a une philosophie, qui a des valeurs très fortes, qui a des bases très solides, qui a une histoire de 23 ans et qui aujourd'hui a des entraîneurs qui font partie de la première génération. Si vous prenez l'entraîneur Théodore Ngoï de l'AC Oudjana, eh bien, il fait partie de la première génération des joueurs de l'AC Oudjana avec les Mamabidi. Donc on est dans une philosophie. Les enfants viennent, ils grandissent, ils font une carrière et après ils se reconvertissent dans le coaching. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça en RDC ou peut-être même en Afrique. Donc ça veut dire que c'est un club, l'AC Oudjana, qui a une philosophie et des valeurs très fortes. Donc ce n'est pas n'importe qui peut venir perturber l'ordre établi, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a une façon de faire, il y a une façon de voir, et tout le monde doit marcher dans le même sens. Tout le monde doit naviguer dans le même sens. Il se trouve que M. Mario, puisque vous l'avez cité, dans une certaine euphorie, a fait des choses qu'il ne devait pas faire. C'est comme ça que je me suis employé pour qu'il puisse quitter le navire. Voilà la raison pour laquelle il n'est plus là. En ce qui concerne les relations que j'entretiens avec ces joueurs, mais elles sont très bonnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle souvent avec ces joueurs. Le joueur avec lequel j'entretiens des relations beaucoup plus constantes ou même permanentes, c'est Mercedes Ngimbi. Quant à William, de temps en temps, Shadrach aussi de temps en temps, Ernest également. Il y a Emmanuel Bola qui est à Lupopo, d'autres sont en Angola, on s'écrit, d'autres sont au Burundi. Et donc j'entretiens d'une manière générale de très bonnes relations avec eux parce que ce sont des jeunes gens qui sont arrivés très jeunes ici à l'âge de 6 ans pour le cas de Ernest. William, Shadrach et Mercedes sont arrivés à l'âge de 9 ans. Donc on a été avec eux pendant une dizaine d'années ou même plus. Donc c'est une relation vraiment très forte, humaine d'abord, que j'entretiens avec ces jeunes gens-là parce que voilà, j'ai été violent souvent avec eux, mais pour leur bien. C'est-à-dire que j'ai essayé de les façonner. Et en 10 ans, ces 4 joueurs-là que vous avez cités, William, Ernest, Mercedes et Shadrach,
En 10 ans à Oudjana, je pense qu'ils ont raté pas plus de 5 ou 6 entraînements. C'est pour vous dire que la manière dont ils ont été exemplaires dès le bas âge, mais quand je disais que j'ai été dur avec eux, c'est-à-dire que je les châtiais. Je leur ai infligé des châtiments même corporels lorsqu'ils ne se conformaient pas aux règles de la maison Oudjana. Et je pense que ça a payé parce que quelque part aujourd'hui, ils sont, je crois qu'ils restent des joueurs très disciplinés. En tout cas, on n'entend jamais rien à leur sujet. Donc je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'est la bonne façon de faire même. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement en train de finir cette émission, cette tribune avec vous. Et on termine avec vous par ces deux petites questions. La première, c'est de savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec le partenariat AXI. Apparemment, Sabouati, donnez-nous un peu quelques éclaircissements. La deuxième question, et la dernière d'ailleurs de cette tribune, c'est de savoir, Physicien Zawa a posé la question qu'en 2029, vous terminez le contrat, vous espérez renouveler. Au cas où l'État congolais ne renouvelle pas avec vous, êtes-vous prêt de faire l'après ici? Et vous construisez déjà ou vous pensez abandonner après la non-signature de ce contrat? Alors, le partenariat avec AXI, je vous rappelle, c'était un partenariat au niveau de l'EPFKIN qui concernait uniquement l'arbitrage. C'est-à-dire que AXI a mis à notre disposition des équipements pour les arbitres, les ballons officiels de l'EPFKIN, ainsi que les radios. Les radios que cette année nous n'avons même pas pu utiliser parce que une partie du matériel est endommagée. Donc voilà, le partenariat, il est toujours, comment dirais-je, effectif. Il est toujours effectif. Cette année, nous avons joué avec les ballons de l'EPFKIN, les arbitres ont été habillés. Nous avons déjà un lot d'équipements pour les arbitres pour la saison prochaine. Nous allons recevoir, je pense, dans les prochaines semaines, les ballons pour la saison prochaine. Donc le partenariat avec AXI concernait uniquement l'arbitrage. Et le partenariat suit son bonhomme de chemin. Il n'a pas encore évolué. Voilà. En ce qui concerne... écoutez, si jamais on ne renouvelle pas avec l'État congolais, c'est inquiétant, je pense. Je dis que c'est inquiétant parce que de la manière dont l'État a jusque-là géré les infrastructures, donc on peut penser que le sort de cette infrastructure magnifique, telle que vous l'avez qualifiée, est en danger, c'est-à-dire elle va se détériorer. Donc je pense que le bon sens va prévaloir dans le chef des dirigeants, des dirigeants sportifs, au ministère des Sports notamment, au comité de gestion du stade Tata Raphaël, et je pense qu'ils vont renouveler le contrat. Maintenant, dans 9 ans, moi je serai proche de la retraite dans 9 ans. Donc je me vois mal encore continuer indéfiniment. Non, je pense que... Mais déjà depuis une année à peu près, je commence à céder un peu la gestion du centre Oudjana. Aujourd'hui, je ne suis plus présent comme à l'époque. Je me partage entre mes activités professionnelles, le championnat de l'EPFKIN et Oudjana aussi. Donc je suis moins présent, mais voilà, l'infrastructure est toujours là. Elle continue à être entretenue, malgré les difficultés. Elle est encore debout. Les activités qui se déroulent à Oudjana continuent à se dérouler de manière acceptable, je dirais, jusque-là. Et donc, pour ma part, tout va bien. Maintenant, voilà, il y a des gens qui sont là pour continuer Oudjana, ici ou ailleurs. Mais il y a des gens qui sont là et je pense qu'ils vont le faire. Monsieur le Président, nous vous disons merci. Merci Junior, merci Physicien, merci Emmanuel. Merci également. Moi aussi, je réitère ces remerciements à Physicien Zawa, mon confrère, qui a été avec nous dans cette tribune. J'ai dit un grand merci également à Emmanuel Moulamba. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés dans la réussite de cette tribune, le tout premier numéro. Un grand merci aux héros dans l'ombre. J'ai cité l'équipe technique, mais je devrais aussi penser au président de la commission presse de l'EPFKIN, Dieudonné Mukendi, à fils Kamunga John Mbou également.
également le secrétaire de cette commission, Gabi Mas. Ensemble avec vous, on va revivre ce que sera l'édition prochaine qui nous a donné plus de spectacles, surtout vers la fin. On a vécu une finale merveilleuse entre l'équipe de la Seoudjana et le FC Fénéline. On vivra encore davantage, comme nous l'a promis le président Aleti Pouk, avec plus d'innovation. D'ici là, portez-vous bien et on espère nous retrouver à la prochaine. Ciao.